Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité, c'est un bel anniversaire pour une revue qui compte dans le paysage historiographique, 20 et 21, plus connue sous son ancien nom de 20e siècle, Revue d'Histoire, qui fête ses 40 ans dans un numéro spécial. On en parle aujourd'hui dans une émission à 7 voix. Vous retrouvez les références de l'émission et tous les autres épisodes sur le site parolehistoire.fr, où se trouve également la boutique en ligne qui vous permet de faire des cadeaux de fin d'année et de soutenir le podcast qui vit sans publicité. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires sur iTunes, Spotify ou YouTube. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être avec les deux co-rédacteurs et rédactrices en chef de la revue 20 et 21, Revue d'Histoire, anciennement 20e siècle, Antonin Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, et Marie-Bénédicte Vincent, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Franche-Comté. Vous avez participé, co-dirigé en partie le numéro spécial de cette revue pour son 40e anniversaire. Elle est née en 1984. Alors, c'est une revue qui est évidemment incontournable dans le paysage de l'histoire contemporaine française. Marie-Bénédicte Vincent, est-ce que vous vous souvenez de quelle façon vous l'avez rencontrée ? J'ai rencontré 20e siècle à l'époque, d'abord comme lectrice, à travers des articles qui, je crois, sont restés, malgré le fait qu'ils sont maintenant un peu anciens, des articles de référence. Et je pense que le premier dossier que j'ai consulté sur 20e siècle ou dans la revue 20e siècle était un dossier consacré aux générations en politique. Antonin ? Oui, alors moi je me souviens surtout d'avoir beaucoup utilisé la rubrique librairie, celle qui réunit les comptes rendus de livres. J'utilisais pendant mes études pour faire de la veille scientifique, et puis c'est aussi par ce biais-là que j'ai commencé à écrire pour la revue en publiant, je crois, mon tout premier compte rendu. C'est un compte rendu de Jacqueline Lalouette, Jour de fête, qui date des années 2000. Alors évidemment, voilà, publier des recensions, ça fait partie de l'apprentissage de l'écriture académique et cette revue le permet. Alors c'est une revue qui a un statut particulier, elle est née en 1984 et on écoute Anna Trespeuch qui va nous raconter comment elle est née, puisque pour ce numéro anniversaire, elle s'est plongée dans les archives de la revue et l'histoire de ses fondateurs. Le premier numéro de 20e siècle Revue d'Histoire sort en janvier 1984. Alors on peut voir ça comme un point de départ. En réalité, c'est aussi l'aboutissement de 2 ans de discussions, de lettres, de pneumatiques, d'options, de choix. Quand on se plonge dans les archives de la revue qui ont été versées à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, eh bien, on prend la mesure de cet entrain, cette énergie qui lie dans un premier temps les 3 fondateurs, Jean-Pierre Rioux, Michel Vinocq et François Bédarida. Leur projet est formalisé lors d'un déjeuner à Paris en novembre 1981. Ils ont pour intention d'offrir une revue à l'histoire du XXe siècle. Un siècle qui, par définition, en 1981, est inachevé, en cours. Il s'agit donc pour ces historiens et les camarades qui vont les rejoindre de traiter d'un temps indécis. Et ça suppose une certaine responsabilité pour l'historien, celle d'éclairer le présent par la connaissance du passé, et c'est une mission qu'ils assument et qu'ils se donnent dès le départ. Leur volonté, c'est aussi de créer un nouveau format, d'inventer un format qui soit à mi-chemin entre le magazine grand public, comme l'histoire que Michel Vinocq a lancé 3 ans plus tôt, et les revues académiques, à l'instar des Annales. Ce nouveau format doit permettre d'identifier la revue comme une revue, je cite, scientifique et culturelle. Donc cette revue doit être attractive sur le plan formel, et doit notamment accorder une place nouvelle aux objets culturels. Dans les discussions de début des années 1980, il y a la volonté d'accorder du crédit et de voir comment l'historien peut traiter des expositions, des arts, de la littérature. Et petit à petit, on voit la rubrique Images, lettres et sons de XXe siècle émerger. Ce nouveau format, il doit notamment séduire les enseignants du secondaire. Ces enseignants du secondaire, ils doivent, depuis les programmes de 1982, traiter de la période qui va de 1945 à nos jours en terminale. Et donc, la revue 20e siècle, eh bien, elle doit jouer ce rôle de passerelle entre la recherche historique et le secondaire.
Alors, dans cette période, je l'ai dit, plusieurs choix sont faits. Il y a des choix qui paraissent un petit peu anecdotiques. Par exemple, le choix de l'intitulé de la revue. Dans le dernier comité de rédaction qui précède la pause estivale de 1982, chacun repart avec une trentaine de propositions. Et il s'agit donc de choisir le titre de la revue. Une revue qui aurait pu s'appeler Tempête, Sphinx, Chronos. Entre-temps, finalement, c'est l'intitulé 20e siècle qui fera consensus. Dans les choix qui sont faits, il y a des impensés. Et la question de la parité en est un, puisque le premier comité de rédaction réunit finalement 19 membres. Et sur ces 19 membres, on compte 3 femmes. Michel Perrault, donc spécialiste d'histoire sociale, histoire des femmes, Marie-Claire Bergère, spécialiste de la Chine contemporaine, et Hélène Carrère-Dancos, spécialiste de l'Union soviétique. À l'évidence, cette question de la parité n'est pas du tout ni formulée, ni une priorité. Autre choix qui s'avère décisif pour la revue, c'est celui de l'éditeur. Alors le projet initial, c'est que la revue soit éditée par un éditeur suisse, Minkoff, qui est plutôt spécialisé dans le reprint de partitions musicales et qui s'était lancé dans les années 1970 avec Michel Vinocq dans la réédition de facsimilés de la Deuxième Internationale. Voilà, donc si le contrat avait été conclu avec Minkoff, à l'évidence, 20e siècle aurait été une revue plus culturelle que scientifique. En réalité, voilà, plusieurs autres options sont posées sur la table, celle de Fayard, celle du Seuil. Et René Raymond, lui, vient avec une proposition des presses de la Fondation nationale de sciences politiques. Et c'est finalement la solution la plus viable et qui l'emporte. Et qui tire également, au XXe siècle, vers une revue plus scientifique que culturelle. Voilà. Alors on voit l'importance de ce club masculin, entre guillemets, qui était celui des débuts, de cet ancrage institutionnel adossé aux presses de Sciences Po. Et également, peut-être qu'on peut le souligner parce qu'elle l'a un peu moins dit, le projet intellectuel qu'il y a derrière, c'est aussi un projet de faire exister un autre type d'histoire que l'histoire qui a longtemps été dominante en France. En 1984, ça l'est un petit peu moins, mais ça c'est resté très fort, c'est l'histoire des annales. Marie-Bénédicte Vincent, est-ce que il y a un autre type d'histoire qui s'écrit dans le XXe siècle ? Alors, il est vrai qu'en 1984, l'idée est de créer une revue d'histoire politique et c'est un acte un peu militant puisqu'il s'agit de réinstaurer cette histoire politique, alors renouvelée bien sûr, enrichie par des dimensions d'histoire sociale, d'histoire économique, d'histoire de la mémoire, mais de donner une visibilité nouvelle à cette histoire politique qui jusque-là avait peut-être été considérée comme secondaire ou dépassée. Donc il y a évidemment cette ambition qu'on va retrouver d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. L'histoire politique n'est pas conçue comme une spécialité, mais ouvre en fait, c'est le politique en vérité qui est interrogé plus que l'histoire de la vie politique. Pour rester un instant sur ce contexte de fondation de la revue en 1984, faire une revue d'histoire du contemporain, c'est à la fois s'inscrire aussi dans un courant historiographique qu'on appelle aussi l'histoire du temps présent, l'idée qu'on fait l'histoire de quelque chose dont on est partie prenante, dont les témoins sont encore vivants. Et puis c'est aussi s'inscrire dans un contexte plus général à l'échelle européenne ou occidentale, où il y a des revues en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Autriche, qui sont des revues du contemporain, qui ne sont plus seulement les revues vénérables, qui étaient la Historische Zeitschrift ou le Journal of ou Past and Present, mais qui sont des revues centrées sur le contemporain. Oui, on a voulu faire une sorte de tour d'horizon des revues étrangères qui seraient comparables a priori à 20 et 21. Donc c'est une sorte de mise en perspective en fait de notre revue. Et donc on a tout simplement choisi envoyer des questions similaires à plusieurs revues à l'étranger qui nous semblaient proches thématiquement. Donc le Journal of Contemporary History, Zeitgeschichte, ailleurs, pour en citer quelques-unes. Et on s'est dit, finalement, est-ce qu'il y a un modèle qui serait la revue la revue d'histoire contemporaine avec un ancrage fort dans le XXe siècle, tout en étant une revue généraliste. Et on s'est aperçu que oui,
C'était dans les années, en tout cas, de la fin du XXe siècle, un modèle qui existait donc ailleurs, en Autriche, dans le monde anglo-saxon, et que ça l'est sans doute moins aujourd'hui, puisque finalement les dernières revues qui ont été créées depuis les années 2000, 2010 même, sont des revues beaucoup plus spécialisées, et c'est sans doute une tendance assez générale du paysage actuel des revues académiques ou des revues scientifiques, qui est ces revues sont extrêmement ciblées sur une spécialité, un champ d'histoire, et ça contribue peut-être à un éparpillement des chercheurs, des chercheuses, qui est dommageable à la cohérence, ou du moins une réflexion plus générale et collective. Oui, alors justement, 20e siècle, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est une revue qui, dès l'origine, s'est voulue généraliste, et peut-être c'est voulu avec un statut intermédiaire entre la revue de pure érudition que pouvait être la revue historique, par exemple, et puis la revue comme il en existe aussi dans l'espace public français, comme Esprit, Commentaire, Le Débat, qui sont, pour cette année contemporaine, Le Débat, c'est les années 1980 aussi, qui est la revue d'articles un peu plus brefs, plutôt autour de 30 000 que de 60 000 signes, en gros, qui peuvent être lus, pas seulement par des universitaires et spécialistes, mais par un grand public cultivé en quelque sorte. Est-ce que c'était aussi un petit peu, Antonin Durand, l'identité initiale et actuelle de 20 et 20e siècle ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un point de continuité très fort sur les 40 ans d'histoire de la revue, d'être vraiment pensé avec chaque numéro est un peu double. Une première partie qui est constituée soit de varia, soit de dossiers ou de spéciaux, mais en tout cas d'articles de recherche, d'articles qui ont une visée d'érudition dans leur forme, qui ont une exigence de nouveauté sur le plan des sources, comme sur le plan de la thèse ou de l'argumentation. Et puis une deuxième partie qui en volume occupe quasiment la moitié de chaque numéro en fait, qui est composé vraiment par le comité de rédaction, que sont les rubriques, et des rubriques dans lesquelles les formats sont différents. On a des articles qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 signes pour la rubrique enjeu, ou bien plus bref pour ce qui est des comptes rendus de livres, de films, mais qui a vocation à pouvoir être lu un peu différemment, sans doute, et surtout à s'ouvrir à des types d'écriture de l'histoire les plus variés possibles, à s'intéresser non seulement à la production éditoriale scientifique, c'est l'objet de la rubrique librairie, mais aussi à des formats différents, comme dans la rubrique images, lettres et sons, on s'intéresse aussi bien à des expositions qu'à des bandes dessinées ou à des podcasts, enfin à différents formats d'écriture de l'histoire dont on est convaincu qu'ils ont leur place à l'intérieur d'une revue comme la nôtre, et qu'il faut qu'il existe un dialogue entre les universitaires qui écrivent la revue et la diversité d'acteurs qui contribuent au savoir historique d'autre part. Oui, d'ailleurs on peut souligner que dans ce numéro anniversaire, vous faites un entretien croisé avec les deux youtubeurs français d'histoire sans doute les plus importants, Benjamin Briot et Manon Bril. Voilà, c'est dans la continuité de ce que vous venez d'expliquer. Oui, tout à fait. C'était une volonté de notre part de les faire figurer dans une revue scientifique comme 20 et 21, enfin de bien montrer qu'il y a évidemment une continuité dans le travail de diffusion de l'histoire qui est aussi le nôtre, mais qui est mieux le leur. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de diffusion que nous n'avons pas, et on a une expertise universitaire que probablement ils n'ont pas. Et de la même manière qu'on espère que les universitaires puissent bénéficier de la visibilité de ces acteurs, on pense que nous, comme revue universitaire, on a une légitimité qu'il est bon de partager avec eux, parce que finalement, on fait un travail qui s'inscrit dans la continuité les uns des autres. Dans la fonction de passerelle de la revue, il y a aussi cette volonté de dialoguer avec des enseignants et des enseignantes du secondaire qui sont nos collègues. Et le numéro anniversaire s'inscrit dans cet enjeu qui existe en fait depuis les débuts de la revue, parce que la revue, quand elle a été créée, avait un lectorat essentiellement composé de collègues dans le secondaire. Et l'article de Louise Barré, qui est un article qui figure justement dans la rubrique enjeu qu'évoquait Antonin, est un article qui se demande, à partir de l'histoire de l'Afrique et à partir de 3 exemples tirés de l'histoire de l'Afrique, comment un savoir universitaire en apparence spécialisé, mais qu'il ne faudrait pas isoler du reste de la réflexion au prétexte que l'Afrique c'est loin et c'est très loin de la France, comment ce savoir peut être transmis et aider à
à réfléchir dans des classes. Elle prend l'exemple de la classe de première dans un lycée général, à la fois l'enseignement de spécialité et puis l'enseignement, le tronc commun. Et elle explique de manière assez convaincante que certains résultats récents de la recherche dans l'histoire de l'Afrique peuvent aider à penser des notions qui sont dans les programmes actuels, dans leur formulation de 2019, comme la notion de frontière, par exemple. Pour évoquer le rôle du XXe siècle dans les débats historiographiques en histoire contemporaine, on a demandé à 3 membres, actuels ou passés de sa rédaction, d'évoquer pour leurs champs respectifs comment la revue les avait abordés. Claire Zalck pour les migrations puis la Shoah, Guillaume Blanc pour l'Afrique et l'histoire globale, François-Xavier Nérard pour l'histoire soviétique. On les écoute avant de reprendre la discussion en compagnie de Marie-Bénédicte Vincent et Antonin Durand. Bonjour Claire Zalck. Bonjour. Une première question, vous avez fait vos études d'histoire dans les années 1990 et vous faisiez de l'histoire contemporaine. Est-ce que XXe siècle était une revue importante dans votre formation ? Est-ce que c'est quelque chose dont il fallait s'imprégner au moment où vous deveniez historienne ? C'est une revue très importante parce que sur la question de l'histoire des migrations, parce que moi j'étais une historienne des migrations, enfin je suis toujours, je crois, une historienne des migrations, il y avait un certain nombre d'articles très importants qui ont été publiés dans le XXe siècle. Donc je me souviens vraiment de notamment un article de Stéphane Beau sur le football et l'immigration, et plusieurs articles comme ça autour de la question des migrations. Donc c'était une revue qui a priori était pas dans mes champs, c'est-à-dire mes champs, au sens où moi j'étais plutôt, disons, une historienne qui lisait Genèse et qui était très sciences sociales et les annales, etc. Mais je l'ai énormément utilisé pour un certain nombre d'articles que je cite encore, qui étaient précurseurs en fait. Il y avait vraiment cette idée, enfin dans mon souvenir, de quelques articles précurseurs qui, notamment sur l'histoire des migrations. Alors dans ces premières années, même décennies, on peut dire que la revue a aussi été une chambre d'écho très importante. Des débats qui étaient à l'époque, années 1980-90, extraordinairement forts. Je crois qu'on peine à se les représenter aujourd'hui sur le passé de la Deuxième Guerre mondiale française, de l'occupation, de Vichy, de la question du fascisme français ou non. Alors même si c'était pas directement vos sujets, est-ce qu'on peut dire que le XXe siècle a été finalement un relais important de ces débats, de ces questions ? J'avais fait un comptage rapide, par exemple, on trouve dans la première décennie de la revue 38 articles signés par Henri Rousseau, par exemple, qui était un acteur incontournable de tous ces questionnements. Les créateurs de la revue, c'est cette génération d'historiens de Sciences Po, beaucoup, qui sont autour de Sciences Po. D'ailleurs, la revue est publiée par les presses de la Fondation nationale des sciences politiques, qui porte ces débats sur la scène. Donc ça, c'est évident que c'était une revue de référence sur la question du fascisme français, de Vichy, de revenir et de mettre en cause, on va dire, l'historiographie résistentialiste, avec des plus ou moins de nuances, etc. Mais les pontes, pour moi, c'est sûr que c'était quand même ça. La revue dans les années 90, c'était toute la bande, en gros, je dirais ça comme ça, Bernstein-Milza versus Sciences Po, et il y avait Rioux, Vinocq, mais précisément, pour moi, c'était pas forcément ma came historiographique, on va le dire comme ça, même si j'étais une historienne qui avait fait une prépa et qui donc avait tout lu très consciencieusement et avait bien tout digéré, mais au milieu de ça, bon, d'abord c'est très important quand même d'avoir été cette chambre d'écho, et plus que ça, c'était pas qu'une chambre d'écho. Je crois qu'ils ont contribué, ils ont fait aussi le débat, ils ont produit le débat en fait dans cette revue. Mais pour moi, au milieu de ça, et je trouve que ça c'est une des grandes qualités de cette revue, vraiment il y a toujours eu des vrais moments, il y a eu des moments d'innovation sur des champs historiographiques. Il y a toujours eu une très grande ouverture à ce qui était en train de se faire. Et donc, c'est pour ça que je parle de l'histoire des migrations, parce que là, ça m'a vraiment servi dans mes recherches, plus que la question de Vichy. Sur cette question justement de l'ouverture, il y a eu quand même une phase où on a pu dire que XXe siècle pouvait être le porte-parole un petit peu d'une école française autour de l'héritage de René Rémond sur la tradition de la droite en France et un regard un peu féminisé sur le fascisme français, contrairement à des historiens notamment étrangers des États-Unis ou Zesternel en Israël qui avaient un regard plus critique, donc il y avait un clivage historiographique. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé, notamment parce qu'il y a eu des renouvellements générationnels, dont vous faites partie aussi, puisque s'agissant de l'histoire de la Shoah, vous êtes devenue historienne de la Shoah en partant au départ de cette histoire d'immigration. Vous avez notamment porté un numéro en 2018 très ouvert, justement, qui dépasse complètement ces lignes de clivage national ou d'école historiographique. C'est aussi un renouvellement en un sens de l'historiographie.
Alors moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. Je suis rentrée dans la revue, je crois, en 2012, après avoir écrit un article sur les petits patrons, qui est mon premier article dans XXe siècle. Et puis on m'a fait appel à moi. J'étais très surprise parce que précisément, j'étais pas dans cette école historiographique, mais en même temps, après, pour avoir donc passé plus d'une décennie dans la revue, il y a toujours eu, je crois, en tout cas depuis que j'y suis, cette ouverture notamment aux jeunes. Et je pense que c'est vraiment une politique d'être dans une espèce de dialogue intergénérationnel qui est hyper stimulant et très drôle. C'est-à-dire que d'arriver dans cette revue, d'abord j'étais un peu vieille par rapport à d'autres jeunes quand on m'a demandé de venir, parce que en 2012 j'étais déjà en gros établie, j'étais pas mais il y avait aussi des beaucoup plus jeunes et puis des beaucoup plus vieux, des très très vieux. Et en même temps, c'est très rare en fait dans une revue d'avoir cette diversité historiographique, générationnelle, institutionnelle. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai adoré être dans cette revue et dans le comité de rédaction et travailler avec toute cette bande, parce que vraiment, il y a des voix différentes et tout le monde s'écoute. Donc je pense que le fait qu'il m'ait donné l'occasion de publier ce numéro spécial, c'est... en fait, moi, je voudrais parler du numéro de Quentin Deluermo sur Norbert Elias en 2010, qui pour moi était une alu. C'est-à-dire que 20e siècle fasse un numéro autour de Norbert Elias qui est tellement innovant, qui est tellement ouvert je trouvais ça incroyable. Et c'est vraiment un super numéro. Et c'est vraiment ça qui m'a décidé. J'ai tout de suite dit oui quand on m'a proposé, parce que pourtant j'étais déjà dans d'autres revues. C'était une charge assez lourde. C'est une charge très lourde de travail. 20e siècle, on pourra en parler. Beaucoup plus que les autres revues, beaucoup plus. Mais ça dit aussi que c'est une revue qui, à la fois, est très vivante et en même temps est extrêmement destinée à la vulgarisation. Et pour moi, c'est un terme très, très que j'adore, la vulgarisation du savoir historique. C'est-à-dire qu'on travaille aussi à essayer de disséminer, je dis disséminer parce que je suis aux États-Unis, à diffuser la recherche au plus grand nombre et notamment aux profs du secondaire. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique. C'est-à-dire que c'est des articles courts, on les réécrit énormément. Et énormément. Il y a un travail d'écriture, notamment de nous, c'est ce qu'on appelle de faire des editing, qui est chronophage au dernier degré, mais ça donne aussi, et beaucoup de discussions sur les textes, ça donne aussi, je crois, une accessibilité des débats historiographiques parfois les plus en pointe. Alors moi, j'étais extrêmement heureuse que ce numéro sur les sources, et même pas que sur l'historiographie de la Shoah, c'est sur le renouvellement des sources. Donc c'est quelque chose quand même de très précis. Et qui puisse avoir cette chambre d'écho qu'est cette revue. Et ça, voilà, il y a eu non seulement aucun souci, mais ça a été un vrai plaisir de pouvoir publier. Des historiens polonais comme Barbara Engelkin à l'époque était en plus en procès dans son pays et qui fait un article assez surprenant sur les rêves. Et qu'est-ce qu'on peut dire des rêves sur l'histoire de la Shoah, que ça sort dans cette revue-là. Pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le premier article de Tal Brugman sur l'album d'Auschwitz, il est dans ce numéro. Avant qu'il ait sorti son bouquin, etc. C'est là où la première fois cette... Donc il y a quand même ce rôle aussi d'incubateur, je dirais. Et moi, j'ai beaucoup vécu de l'intérieur. Mais qui faisait qu'il fallait aussi qu'il y ait des articles qui, pour moi, en tout cas, sont un petit peu plus rébarbatifs, un peu plus old school, mais qui font aussi le fait que ça diffuse une certaine manière de faire de l'histoire. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui tient... à cette revue que j'ai jamais vue dans aucune revue dans lesquelles j'ai participé. Guillaume Blanc, l'historien de l'Afrique, de la colonisation que vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ancrage global du XXe siècle, on va dire de ses origines au milieu des années 1980 jusqu'à aujourd'hui? C'est vrai que la revue, je pense, reflète un peu l'historiographie française. On peut dire que le tournant global du XXe siècle, on a un article dans les années 90 de Georges Vigarello qui nous fait les premières coupes du monde de foot à Montevideo dans les années 30. Il a une belle phrase où il dit que tout ceci est une histoire de distance. Et il étudie comment des Uruguayens, Français, Belges se sont rencontrés dans des paquebots, puis après en Uruguay. Puis après, on a 10 ans, quasiment 10-15 ans de vide. Et c'est uniquement à partir de 2005, 2006, 2007 qu'on commence à avoir de l'histoire dite globale de la colonisation. C'est Jacob Vogel qui a fait quelque chose sur Senghor et la politique culturelle de la RFA. Où après on a
c'est Leïla Dacri, Vincent Lemire, Daniel Rivet, qui était quand même un des piliers de 2021 et qui l'est toujours d'ailleurs, qui ont lancé quelque chose sur une histoire décloisonnée du Proche-Orient, où en fait ils sortent des frontières nationales pour essayer de faire une histoire des utopies panarabistes, et puis ils font aussi des itinéraires, ils étudient des réfugiés, des militants qui passent d'un pays à l'autre, bref, pour essayer de faire des histoires transnationales, et on peut dire que c'est, depuis les années 2015, qu'on est vraiment dans des histoires globales, c'est-à-dire de prendre un peu comment toutes les interactions entre différentes régions du monde changent notre manière de voir l'histoire, et avec quand même le petit paradoxe, mais là 2021 n'en est pas exempt, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu le miroir de l'historiographie française. Faire l'histoire globale, c'est toujours faire une histoire de l'ailleurs, c'est-à-dire que c'est faire une histoire de l'Afrique, de l'Asie, mais il y a peu d'histoire globale de la France, par exemple. Mais ce qui pour les historiens de l'Afrique, de la colonisation, est très bien, mais puisque c'est depuis les années 2015, on va dire 2016, que 2021 c'est vraiment ouvert à... il n'y a plus une année qui ne passe sans article, voire dossier sur l'histoire de l'Afrique ou des colonisations. Oui, alors on peut peut-être dire aussi que c'est une manière de nouer différentes générations, différents courants qui s'intéressaient chacune à leur façon à d'autres espaces que l'espace franco-français, parce qu'il y avait dans la revue un noyau dur d'historiens du politique et de la France, qui a quand même dominé pendant un certain temps, mais il y a aussi eu des internationalistes, des gens dans l'affiliation, on pourrait dire Renouvain du Rosel, des historiens de la guerre, des historiens du colonial. Donc ça veut dire que le nom français est arrivé par différentes façons dans la revue. Oui, je pense, mais ça rejoint ce que disait Claire Zal, que c'est le renouvellement permanent du comité avec vraiment des vrais débats, parce que on vient, alors pas forcément des mêmes générations, pas forcément des mêmes écoles entre guillemets. C'est extrêmement enrichissant, puisque des africanistes qui en fait en ont marre de se dire africanistes, eh bien travaillent avec des historiens du social, de l'économie, des migrations, et en fait ça permet de sortir l'histoire de l'Afrique ou de l'Asie de son soi-disant exceptionnalisme, parce qu'on est dans une revue généraliste qui essaye de montrer que l'histoire des indépendances, l'histoire des colonisations, eh bien, c'est la même. Et ça nous vient avec Mathuret, avec Louise Barré, là, dans le numéro anniversaire, qui nous propose un article sur comment enseigner l'histoire coloniale dans le secondaire. Et ça, je crois que c'est vraiment la force de 2021, d'avoir gardé ce côté généraliste, mais d'être aussi avec les membres de la rédaction et du comité de lecture, qui sont aussi beaucoup à l'étranger, eh bien, de croiser l'histoire pour tout le monde, mais aussi l'historiographie telle qu'elle se développe aujourd'hui. Oui, j'allais peut-être poser ça comme dernière question. Dans quelle mesure ce tournant global, c'est aussi un tournant du point de vue de ce qu'on lit dans le XXe siècle, quand on regarde l'étal des matières, des recensions dans les années 80, 90, 2000, 2010, on voit aussi qu'il y a une ouverture de plus en plus grande à ce qui s'écrit dans d'autres pays, dans d'autres langues, dans d'autres historiographies. Oui, je pense que c'est vraiment depuis une dizaine d'années, on le voit, pour travailler avec les collègues de la rubrique librairie, on a presque assisté à une inversion. Je pense qu'avant, 70% des comptes rendus, c'était sur la France, tandis que maintenant, 70% des comptes rendus, c'est sur l'Allemagne, c'est sur l'Inde, c'est sur l'Amérique du Nord, c'est sur l'Afrique ou l'Asie. Et je pense que ça reflète en fait les dynamiques salvatrices, on va dire, d'histoire, où l'histoire de l'Europe est une histoire parmi d'autres, alors que là, on a des histoires vues de tous bords par des auteurs quand même largement différents. François-Xavier Nérard sur l'histoire soviétique. Il me semble essentiel d'abord de préciser que la question de l'histoire soviétique, de celle aussi dans une certaine mesure de l'Europe médiane, centrale ou orientale, est toujours présente dans le XXe siècle dès les débuts de la revue. Et ce, par exemple, dès le premier numéro, puisqu'on y trouve un article d'Éric Vigne sur Stakhanov, ou par exemple le numéro 4, avec un article d'Hélène Carrère d'Ancos sur les guerres de succession au Kremlin entre 1924 et 1984. On y trouve aussi assez rapidement des articles de Nicolas Werth, qui va, dès 1986, proposer ses premiers travaux sur l'histoire soviétique, avec un premier article notamment sur l'alphabétisation dans la Russie soviétique. C'est le deuxième point qui me semble intéressant
à souligner sur cette période de pré-ouverture des archives et ouverture des archives, c'est le rôle de Nicolas Werth, qui va être majeur, puisqu'il publie donc un certain nombre d'articles avant l'ouverture des archives, puis lorsqu'il est en poste à Moscou, à l'ambassade, il publie une sorte de veille historique sur ce qui est en train de se passer, avec un article sur le film d'Abouladze, le Repentir, et puis un article plus général sur le rapport des Soviétiques à leur passé, qui fait sentir aux lecteurs du XXe siècle l'importance de ce qui est en train de se dérouler. C'est également lui qui va publier les premiers articles dans la revue à partir d'archives, donc à la suite de l'ouverture des archives, donc qui se passe à la fin de l'année 1991, début de l'année 1992, qui devient effective en 1993 véritablement. Il publie en 1994 un texte, en fait un document qu'il commente sur Norilsk, et puis toute une série d'autres articles, notamment en 1997. Sur la question elle-même de l'ouverture des archives, la revue est également très sensible à la question, avec notamment une série de textes qui portent explicitement sur cette question de l'ouverture des archives. Un texte en 1994 de Sabine Janssen, qui travaille, qui s'intitule La boîte de Pandore des archives soviétiques, puis des articles sur les archives françaises en Russie, celles qui ont été saisies par les nazis, puis aux nazis par les soviétiques, par Sophie Curé et Frédéric Monnier. Enfin, on a aussi un peu plus tard un texte sur les archives du Comintern, rédigé notamment par Serge Volikov et Bernard Bayerlein. Si on s'intéresse maintenant à la production véritablement à partir des nouvelles archives, on peut distinguer deux temps, peut-être 3 temps. Un premier temps qui correspond aux premiers articles impulsés essentiellement par Nicolas Werth pour ce qui concerne l'Union soviétique, donc au milieu des années 1990. Puis à la fin de ces années 1990, une série d'articles sur l'Europe centrale, notamment par Sandrine Cotte, Loïc Battel, par exemple en 1999 ou en 2000. Le deuxième temps, cette fois-ci, est consacré à ce que moi j'appellerais l'époque des thésards, mais bon, de manière un peu rapide. C'est le moment où des jeunes chercheurs commencent à travailler véritablement à partir de ces archives et à produire des textes, notamment dans les années 2007-2008. On trouve des textes de Grégory Dufaux, d'André Savoy, de Jérôme Bazin ou de Duvan Huguenin pour l'Europe centrale, la Tchécoslovaquie. Et enfin, troisième temps, l'apogée de ce processus, en 2010-2011, 2 dossiers très importants. L'un consacré à la Grande Terreur, aux 70 ans de la Grande Terreur, qui rassemble 7-8 articles en 2010, et un dossier, là encore, dirigé par Sandrine Cotte et Justine Faure en 2011, sur le blog qui s'intitule Le bloc de l'Est en question. Puis après cet apogée, finalement, on a une sorte de banalisation, de normalisation de l'utilisation des archives avec des articles à intervalles réguliers qui tiennent du quotidien, j'allais dire, de la revue, avant malheureusement la refermeture, en tout cas pour ce qui concerne la Russie, de ces derniers mois, de ces dernières années. La place de ces débats historiographiques dans la revue, Antonin Durand, comment ça se passe lorsque on se dit il y a quelque chose, il y a un sujet important dont il faut qu'on parle, il faut parler d'histoire soviétique, ou il faut parler d'histoire globale, ou il faut parler d'histoire de la Shoah. Comment ça se passe, le fait de monter un numéro, de monter un dossier ? Il y a essentiellement 2 manières de monter un dossier. Le plus souvent, les dossiers nous arrivent de l'extérieur, c'est-à-dire c'est des propositions qui viennent de spécialistes de sujets et qui veulent faire un point ou proposer un ensemble d'articles sur ces sujets-là. Et on a un dialogue avec eux pour essayer de le mettre au diapason de la revue. C'est l'essentiel des dossiers ou des numéros spéciaux qu'on propose prennent cette forme-là et sont donc assumés par des auteurs extérieurs.
Et puis il arrive également que les membres du comité de rédaction s'organisent collectivement pour proposer un numéro spécial. C'est le cas du numéro anniversaire sur l'histoire du XXIe siècle, qui est vraiment une initiative collective du comité de rédaction. C'est finalement un petit peu plus rare, mais c'est aussi ce qui permet de faire vivre véritablement le collectif, de faire en sorte que la diversité des spécialités, des sensibilités, qui est vraiment une marque de fabrique de notre revue, permettent malgré tout des convergences sur des sujets qui nous paraissent d'intérêt général. Cette revue 20 et 21 ne s'est pas toujours appelée ainsi. C'était longtemps 20e siècle, jusqu'en 2019 à vrai dire. Et Raphaël Branche va nous expliquer de quelle façon et pour quelles raisons s'est fait ce changement. En fait, quand je suis arrivée à la revue, dans les années 90, la question du changement de nom se posait déjà. C'était une espèce de serpent de mer. On savait très bien que le XXe siècle allait se terminer. Simplement, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et puis, l'idée de l'appeler 21e siècle ne fonctionnait pas. Il y avait déjà une revue qui s'appelait comme ça. Donc finalement, la question a été mise sous le tapis. Et puis, on l'a reprise dans les années 2010, quand j'étais rédactrice en chef. Et là, on s'est dit que voilà, c'était plus possible. Donc on a pris une décision qui était de maintenir l'idée du XXe siècle, évidemment, qui était essentielle. On reste une histoire ancrée dans le temps présent, mais qui est évidemment aussi née de ce XXe siècle. Et on est même allé jusqu'à s'élargir au début du XXe et jusqu'à la fin du XIXe siècle, changeant un petit peu les fondamentaux de la revue de ce point de vue-là. Et donc finalement, voilà, on a abouti à ce titre, 20 et 21 revue d'histoire, avec une discussion sur l'esperluette, une discussion sur l'usage des chiffres, une discussion sur le sous-titre revue d'histoire, et puis finalement la rédaction s'est mise d'accord sur 2 titres qu'on a soumis à l'ensemble du comité. Et on a donc basculé dans ce nouveau nom dans lequel tout le monde s'est finalement assez vite retrouvé. Alors ce changement, il était temps en quelque sorte, en 2019, d'y arriver. D'autres, vous l'expliquez dans l'introduction du numéro, comme les Italiens de XXIesimo secolo, XXIe siècle, dès 2002 l'avaient anticipé. Ce changement, il reflète l'interrogation finalement centrale de ce numéro anniversaire, qui est qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'histoire du contemporain au XXIe siècle, et vous le proposez suivant différents axes, avec une réflexion d'abord sur ce qu'est le XXIe siècle, quand il débute, et quelle est notre situation temporelle. C'est quoi faire l'histoire du XXIe siècle? Est-ce que c'est simplement une question de chiffres? On est à partir de 2000, 2001, on est dans le XXIe siècle, ou est-ce que c'est une réflexion plus large sur quelle césure il y a entre différentes phases du contemporain? Est-ce que quelque chose se clôt entre 1980 et 2000, et si oui, quoi, et de quelle façon? Voilà, comment vous avez réfléchi, ou vous essayez de réfléchir à cette situation temporelle et aux césures que ça implique. Marie-Bénédicte Vincent. Alors, la question de la césure, elle était ouverte, en fait, quand on a lancé finalement le dossier et l'appel à communication, puisqu'on est parti quand même de propositions qui nous sont arrivées de l'extérieur, ce qui était évidemment voulu. Je dirais que dans l'article d'Axel Brodier sur l'état social en France, la lutte contre la pauvreté, elle réfléchit justement à la manière de périodiser un temps qui irait des années 1980 en France jusqu'aux années 2010. Et elle, dans son champ d'histoire, puisque je pense que la réponse va varier évidemment selon les champs d'histoire, à savoir l'histoire de l'état social, elle repère une césure qui correspond plus ou moins au début du XXIe siècle. Bon, elle donne l'année 2002, qui est peut-être très précise dans son champ d'histoire, mais pour son champ d'histoire, disons qu'il existe ici un tournant. Et donc ça, c'est une question ouverte, évidemment. Il va de soi que dans d'autres champs historiques, ça serait peut-être d'autres dates, hein, et peut-être pas aussi proches finalement du changement de siècle qui serait pertinent. Donc là, ça nous amène à réfléchir à un enjeu fondamental pour toute historienne, tout historien, à savoir quels sont les tournants, quelles sont les grandes inflexions, et qui coïncident évidemment pas forcément avec une césure de siècle. Oui, j'ajouterais que évidemment la question du recul historique est d'autant plus problématique quand on parle des questions de césure. C'est-à-dire que pour bien identifier une césure, on a besoin de
savoir quel processus elle lance et donc d'analyser ce processus dans la durée, de savoir non seulement quand il commence, mais quand il est terminé. Et c'est assez difficile de déterminer l'importance d'une césure quand on n'a pas la fin du processus qui démarre au moment de cette césure-là. Donc on touche à la difficulté qu'on a essayé d'affronter, de faire l'histoire du XXIe siècle quand on est seulement en 2024, c'est qu'évidemment, on fait à la fois l'histoire d'un nouveau siècle qui a des nouveautés, à la fois en termes de sources, en termes de processus politiques. Il y a quand même des césures qui peuvent avoir du sens. Mais d'un autre côté, on fait en même temps l'histoire du temps présent. Et faire l'histoire du temps présent, ça pose des questions qui ont été formulées dès les années 1980, mais qui restent d'une grande actualité, qui font que en 2024, on n'a pas accès à un certain nombre de sources auxquelles on aura certainement accès plus tard. En sens inverse, on a encore à disposition des témoins avec lesquels on peut travailler différemment. Et donc, faire l'histoire du XXIe siècle en 2024, c'est deux choses à la fois. C'est faire l'histoire d'un siècle qui est indéniablement nouveau sur de nombreux plans, mais c'est aussi faire de l'histoire du temps présent, c'est-à-dire, malgré tout, manquer un peu de recul. C'est faire l'histoire du XXIe siècle, mais le numéro, finalement, a une deuxième ambition peut-être plus importante et plus réflexive, qui est pas seulement comment on écrit l'histoire du XXIe siècle, mais qu'est-ce que le XXIe siècle et la situation contemporaine fait à l'écriture de l'histoire. Et il y a toute une série de réflexions, notamment sur le tournant numérique. Lorsque nous faisons de l'histoire aujourd'hui, nous n'en faisons certainement pas à la façon dont Michel Vinocq et Jean-Pierre Rioux tapaient sur des machines à écrire, puis sur des premiers Apple II et PC qui étaient bien loin des performances actuelles. Donc ça veut dire qu'on est dans un environnement de travail qui fondamentalement est différent de celui de nos collègues d'il y a 40 ans, qui travaillaient il y a 40 ans, et qui se transforme à toute vitesse. Alors ça, c'est un enjeu, notamment Caroline Muller, Frédéric Claver dans le numéro, y réfléchissent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point ? Oui, alors effectivement, c'est l'objet de l'article de Caroline Muller et Frédéric Claver que de réfléchir à ce que les algorithmes, l'intelligence artificielle changent à la manière d'écrire l'histoire. Et évidemment que notre travail quotidien en tant qu'historien ne ressemble en rien à celui des historiens d'il y a 40 ans. Donc la césure, elle concerne aussi nos pratiques d'écriture. J'ajouterais que ce qui me paraît particulièrement intéressant dans leur article, c'est la réflexion sur la transition qui s'opère entre différents régimes de production des sources, le passage du papier aux archives nativement numériques, parce que cette transition, elle produit aussi des difficultés spécifiques qu'ils identifient assez bien en prenant quelques exemples d'archives qui se sont littéralement perdues, en fait, parce que les archives papier n'existaient plus et parce que les pratiques de collecte des archives numériques n'étaient pas encore en place. D'ailleurs, on peut se demander jusqu'à quel point elles sont en place encore maintenant. Il y a certainement des quantités importantes d'archives qui sont pas conservées parce que on n'a pas encore totalement mesuré les effets de cette transformation. Et puis, il s'intéresse aussi à la façon dont jusque dans l'écriture de l'histoire, nos pratiques sont transformées parce que on lit les sources différemment, parce qu'on a accès à des corpus qui sont beaucoup plus vastes et qu'il n'est plus humainement possible de consulter et de lire normalement. Donc, on est obligé de recourir à la machine pour faire des choses nouvelles, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais ça nécessite quand même une petite problématisation sur le rôle de la machine, que de s'apercevoir qu'on travaille parfois sur des sources qu'on n'a pas lues nous-mêmes. Et puis, s'ajoute, c'est le dernier enjeu du texte, c'est la révolution encore largement en cours, celle de l'écriture. Maintenant, on peut être assisté par un ordinateur pour écrire de plus en plus. Alors, a priori, on exige encore dans 20 et 21 et pour un certain nombre d'années encore probablement que les articles soient écrits par des humains. Mais on sait que de plus en plus, des facilités d'écriture sont proposées par l'informatique et que probablement, ce n'est pas notre rôle indéfiniment que de les refuser. Je dirais que la revue, c'est un bon observatoire puisque les articles nous arrivent. Par définition, une revue, c'est un bon observatoire des pratiques en cours d'écriture. Et ce qu'on peut observer, même si je pense que ça va s'accentuer dans les années qui viennent, on voit déjà arriver des articles avec des sources totalement inhabituelles pour ceux qui ont été formés il y a quelques décennies, à savoir qu'ils ne sont plus des sources d'archives, mais des sources sur donc des ressources numériques et puis les réseaux sociaux.
Et je pense notamment au numéro Graffiti qu'on a sorti il y a 1 an, où il y avait un article sur le trait contemporain, le mouvement des Gilets jaunes, où les sources étaient par définition des sources nouvelles. Et tout l'enjeu, là il y a toute une réflexion qu'on a menée, et c'était très intéressant collectivement, c'était comment on va évaluer la scientificité justement de la démarche, d'écriture de ce type d'article qui ne travaille pas comme on a l'habitude de voir en histoire contemporaine et en histoire du XXe siècle. Donc là, je pense qu'on est, on est même assez curieux collectivement d'observer finalement une mutation des pratiques de travail, mais aussi d'écriture des collègues. Et c'est vrai que la revue, c'est un observatoire intéressant pour ça, parce que la revue elle-même est un objet qui a sa propre historicité, qui s'est formalisé au XIXe siècle sur le modèle de la revue savante, et qui aujourd'hui, même avec une typographie, une maquette repensée, plus illustrations, ressemble peu ou prou à ce qu'était une revue du XIXe siècle, un volume de 100 ou 150 pages, relié, imprimé, etc. Mais avec des pratiques d'écriture et de lecture aujourd'hui qui sont très différentes, et notamment la revue, elle est beaucoup lue sur Cairn, beaucoup lue non pas par numéro, mais lue article par article, ce qui parfois casse un peu la cohérence de ce qui avait été pensé. Donc on est, comme historien et historienne, dans l'intersection entre des choses auxquelles on est fidèle, nos méthodes et nos formats, et puis des choses qui se transforment à toute vitesse et auxquelles on fait face. C'est vrai que 20 et 21 a encore pour quelques années cette chance de sortir sous 2 formats. Donc c'est un format papier classique, mais c'est bien sûr un format numérique puisque nous sommes sur Cairn. Alors il y a une barrière mobile de 3 ans. Et passé cette barrière, les accès sont en consultation gratuite. Et on s'aperçoit que on a beaucoup de vieux numéros. Paradoxalement, on pourrait penser que la revue, c'est l'histoire en train de se faire et que donc, passé un certain nombre d'années, les numéros sont plus tellement actuels. Mais si on fait un comptage, et on peut le faire avec Cairn, les articles les plus consommés ne sont pas forcément les articles les plus récents, mais des articles qui sont peut-être devenus des articles de référence, notamment des articles d'historiographie. Le numéro sur Norbert Elias, ça reste, je crois, le best-of de XXe siècle, alors que c'est un numéro maintenant ancien. Donc la consommation, pour reprendre un terme marchand, d'articles, leur lecture, c'est quelque chose qui bouscule un peu le travail dans une revue, puisque quand on pense à un numéro, il y a peut-être une déception, une nostalgie du numéro en soi, du numéro thématique qu'on va lire, de l'introduction qui fait sens et qui donne sa cohérence aux différents articles. Et c'est sans doute ce qui va advenir avec ce numéro anniversaire, où peut-être l'introduction dans son aspect historiographique et un peu programmatique sera lue pour elle-même, certains articles, mais sans doute pas la totalité du numéro, mais ça fait partie du jeu maintenant, je pense. Vous avez parlé d'articles de synthèse, d'articles historiographiques. Il y en a 2 qui sont un peu sur ce format dans le numéro anniversaire, celui de Antoine Pro et Jay Winter sur l'histoire de la Grande Guerre, qui font un peu un bilan de l'historiographie au moment du centenaire, et puis aussi l'article de Laurence Badel, qui tout en ayant des propositions propres, fait aussi un point sur où en est l'histoire des relations internationales. Alors ces 2 articles sont intéressants aussi parce qu'ils sont 2 reflets d'une tendance lourde de l'historiographie, qui est l'internationalisation, puisque l'histoire de la Grande Guerre, l'histoire des relations internationales, par définition, on est aux prises avec de l'international. Et d'une certaine manière, pour le XXe siècle, la question de ce tournant international, elle s'est peut-être moins posée que pour d'autres revues plus franco-françaises, dans la mesure où, dès l'origine, quelqu'un comme François Bédarida, qui était spécialiste du monde britannique, tous les historiens qui étaient dans la lignée Renouvin du Rosel, internationaliste aussi par définition, s'intéressaient à l'étranger et à ce qui n'est pas strictement français. Mais ça s'est sans doute accentué, c'est peut-être devenu encore plus une évidence dans les 10-15 dernières années que la revue avait forcément pour horizon pas seulement la France et l'histoire politique française, comme ça a pu être le cas pour une partie à son origine, mais un horizon qui est vraiment un horizon mondial, Antonin Durand. Oui, alors il est certain que la revue a une vocation internationale qui se lie notamment dans la forte internationalisation de son comité de lecture. On est une revue qui a un fonctionnement double avec 2 comités, un comité de rédaction qui s'occupe de l'édition, des rubriques, de lancer les projets, et un comité de lecture qui s'occupe de l'expertise essentiellement des articles. Et ce comité de lecture, il est fortement internationalisé et avec en plus des
des acteurs internationaux qui sont très présents, qui vraiment participent au débat, expertisent les articles, et qui donc évidemment apportent un regard différent. Donc c'est un premier aspect, et ça a toujours été vrai depuis 1984, par le jeu des réseaux personnels, des réseaux institutionnels, la volonté d'avoir un comité de lecture fortement international est importante. Il y a d'autre part le fait que nous arrivent des articles de l'international, des articles qui ne sont pas écrits uniquement par des historiens français ni même francophones. Et sur ce point-là, on a une politique de publication en français, c'est-à-dire que la revue est une revue francophone. Donc même les articles qui nous arrivent en anglais sont traduits en français pour avoir une revue cohérente sur le plan linguistique. Et évidemment, on ne perçoit pas ça comme un obstacle à l'internationalisation. C'est une forme d'acte militant de continuer à considérer que la langue française est aussi une langue internationale et que la recherche en français a sa place au-delà des simples pays francophones. Mais effectivement, s'ajoute à ça, évidemment, le fait que l'historiographie est international, que 20 et 21 n'est pas le fer de lance d'une historiographie française, mais bien le réceptacle d'une historiographie internationalisée et qui s'intéresse à l'histoire du monde, à l'histoire comparée, à l'histoire transnationale. Et donc effectivement, les articles de synthèse, comme celui qui porte sur les relations internationales de Laurence Badel ou celui qui porte sur le bilan du centenaire de la Première Guerre mondiale de Jay Winter et Antoine Pro, ont en commun le fait de proposer un bilan en français d'un champ historiographique fortement internationalisé pour mettre à disposition de nos lecteurs une historiographie qui est loin d'être uniquement francophone. Pour donner l'exemple concret des relations internationales, Laurence Badel propose une sorte de synthèse, de bilan d'une transformation en cours de l'histoire des relations internationales. Donc un champ d'histoire classique, mais qui a été beaucoup renouvelé récemment. Et parmi les dimensions de ce renouvellement, elle met en lumière une tendance qui vient beaucoup de l'étranger, qu'il s'agisse du monde germanique ou qu'il s'agisse du monde anglo-saxon, à savoir la réflexion sémantique. Donc l'analyse de l'histoire des termes employés dans la langue internationale, par exemple le terme de conciliation, le terme de réconciliation, des termes comme ça. Qu'est-ce qui charge, quelle est leur généalogie finalement, et quand on les utilise au XXe siècle ou au XXIe siècle, d'ailleurs ça peut changer, qu'est-ce qu'on a comme représentation derrière, et avec tous les enjeux de la traduction aussi de ces termes dans des langues diverses, et puis les outils d'analyse des historiens des relations internationales quand ils utilisent des catégories, elles-mêmes sont des catégories qui ont été construites, et faire l'histoire de ces catégories, de ces outils, est un moyen aussi d'enrichir l'histoire classique des relations internationales. Donc voilà, pour donner un exemple, cette direction, on va dire, d'études sémantiques vient beaucoup de l'étranger. Et je trouve que c'est un exemple qui montre combien aujourd'hui on peut être un historien, une historienne en France de l'histoire des relations internationales, mais forcément connecté, je dirais, avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans ce champ. Il y a un autre élément dans le numéro anniversaire qui est aussi une manière d'être fidèle à l'origine de la revue et à son histoire, qui est cette réflexion sur la mémoire proposée par Sébastien Ledoux, parce que de fait, l'enjeu de la mémoire, il est monté en puissance en même temps que 20e siècle, 1984, c'est dans les années où Henri Rousseau publie ses livres marquants sur cette notion appliquée au régime de Vichy en particulier, et puis plus largement, il y a des memory studies aujourd'hui qui sont institutionnalisés, internationalisés, etc. Non sans paradoxe, puisque parfois les mêmes individus écrivent sur la mémoire en tant qu'historiens, et puis parfois se retrouvent avec casquette de commémorateurs, créateurs de musées, conseillers politiques pour des commémorations, etc. Ce qui ne va pas de soi, et du coup c'est cette tension qu'interroge Sébastien Ledoux dans l'article que vous publiez. Oui, alors l'article, au fond, revient sur un enjeu qui était déjà présent dans les années 1980, à savoir quelle est la place, le rôle social de l'historienne, de l'historien dans la société dans lequel il vit.
Et donc il prend l'exemple, évidemment, il travaille sur le 21e siècle et il montre qu'il y a cette ambivalence de la posture. Quand on est historien de la mémoire, on est à la fois, on travaille sur un objet qui est un objet d'histoire en tant que tel et en position, on va dire, objective. Et puis en même temps, on est situé dans son époque, dans sa société, et face à des demandes qui émanent des pouvoirs publics, des associations, etc. Et donc, il y a toute une posture sur laquelle il appelle à réfléchir. Bon, alors, l'article est assez critique vis-à-vis en fait, d'un certain nombre d'historiennes et d'historiens qui, justement, peut-être confondent un peu les rôles par moment. Il pointe aussi une difficulté de ce champ. Alors, il y a à la fois beaucoup de travaux en histoire de la mémoire, et c'est fortement un champ d'histoire qui attire notamment beaucoup de jeunes chercheurs, mais il n'y a pas beaucoup de postes à l'université dans cette spécialité. Ça reflète peut-être une méfiance de la profession vis-à-vis de ce champ de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Alors, la question des postes, elle n'est pas directement abordée dans le numéro, mais il y aurait sans doute matière aussi à une interrogation sur les postes, leur nombre, l'état de l'université, avec des questions évidemment politiques et sociales très, très importantes derrière. Et peut-être que ce sera une autre réflexion qui pourra être prolongée sur faire l'histoire au XXIe siècle dans les conditions politiques, économiques et sociales qui sont celles de l'université française en particulier. Peut-être dernier aspect qui est évidemment très important, c'est l'enjeu environnemental qui est abordé notamment dans l'article d'Emmanuel Pérez-Tisserand, Sébastien Roseau, L'Hortelière, qui au fond se pose aussi une question ou pointe une contradiction qui est que faire de l'histoire, c'est faire de l'histoire du passé, mais c'est faire l'histoire au présent, dans un présent qui est marqué par l'urgence et l'urgence climatique en particulier. Et entre ces deux dimensions naissent une série de contradictions qui sont aussi liées à la pratique professionnelle. Faire de l'histoire, c'est parfois prendre l'avion pour aller à un colloque, mais est-ce que c'est pas contribuer finalement à ces crises environnementales elles-mêmes? Donc ces collègues se posent des questions. D'ailleurs, il y a peut-être plus de questions que de réponses à ce stade sur qu'est-ce que ça signifie que faire de l'histoire à l'heure du défi environnemental et climatique. Oui, alors effectivement, cet article donc, qui est publié comme un enjeu, donc une rubrique qui est un peu spécialisée dans ces questions plus ouvertes que refermées par la recherche. Il s'appuie sur les travaux de collègues de l'Université de Toulouse qui sont organisés dans un atelier dit Athécopole, atelier d'écologie politique, qui est né donc en 2018 et qui réunissait des historiennes et des historiens qui avaient pour particularité de ne pas être majoritairement des historiennes et des historiens de l'environnement, mais des gens qui travaillaient sur des sujets très différents, relevant de l'histoire politique, de l'histoire économique et sociale, l'histoire culturelle éventuellement, et qui, confrontés à l'urgence climatique, se sont demandé comment ils pouvaient, et même comment ils devaient, intégrer dans leur pratique d'historiennes et d'historiens ce nouvel enjeu. Et ils ont essayé de décliner ça un petit peu dans les différents aspects du métier d'enseignant-chercheur, donc aussi bien sur le plan de l'enseignement que sur le plan de la recherche. Et donc, ils se sont demandé comment chacun dans son champ d'origine, dans son champ d'enseignement, il pouvait intégrer des aspects d'histoire de l'environnement à des questions plus générales. Donc, plutôt que de proposer uniquement des cours spécialisés à part sur les questions environnementales, se dire que l'environnement devait être remis au centre, ou en tout cas réinterrogé comme enjeu sur les sujets aussi divers qu'ils puissent être. Et d'autre part, effectivement, du point de vue de la pratique de chercheur, il y a la question de comment réintégrer les questions d'histoire environnementale à nos questionnements quels qu'ils soient, et puis la question plus quotidienne de comment, comme chercheur, on fait pour pas contribuer à l'aggravation de la crise climatique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'université reste un milieu où l'internationalisation est très importante et on est très attaché, on l'a dit, à cette internationalisation, mais l'internationalisation, ça va beaucoup avec des déplacements, l'utilisation de l'avion, des déplacements qui sont parfois très, très, très loin pour des interventions très brèves à des colloques où il y a à la fois beaucoup de monde et pas beaucoup d'auditeurs. Donc, il y a des questions à se poser sur la manière de repenser un petit peu les carrières, la valorisation de l'internationalisation, sans contribuer trop lourdement à l'aggravation de la crise climatique. En terminant cet entretien et en vous remerciant Marie-Bénédicte Vincent et Antonin Durand, et en vous souhaitant bon anniversaire et à la revue, peut-être qu'on peut redire un mot de ce fonctionnement collectif qui est propre à beaucoup de revues, mais là, je pense pour ce numéro, c'est particulier parce que vous êtes ici plus des porte-paroles que des auteurs, d'une certaine manière.
Tout à fait, on a voulu mettre finalement à l'honneur, à l'occasion d'un numéro anniversaire qui aurait plus de visibilité sans doute que d'autres numéros dans l'année, le travail collectif qui anime ceux et celles qui participent à la vie d'une revue. C'est un travail collectif qui suppose en fait du temps, une certaine abnégation, parce que justement on travaille beaucoup sur des articles que l'on ne signe pas soi-même, mais qu'on accompagne jusqu'à l'édition. Et donc c'est l'occasion aussi de montrer de manière assez concrète qu'une revue, c'est avant tout des collègues qui se mettent au service d'un collectif et qui acceptent de donner du temps et de leur expertise, puisqu'il s'agit de ça aussi, pour réaliser quelque chose ensemble qui fasse réfléchir chacun dans ses projets personnels de recherche. Donc il y a cette fécondité entre quand même la recherche qu'on mène chacune, et puis cet investissement qui est fécond. C'est bien, effectivement, par les temps qui courent, qu'il puisse y avoir des lieux collectifs où discuter, où travailler ensemble, et on le fait d'ailleurs aussi volontiers à ce micro. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.